Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique. Merci d'être au rendez-vous de Café Débat. Un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau numéro de Café Débat. Et bien, dans cette première partie d'émission, on fait focus sur le ministère des Pêches et de l'économie numérique. La question: est-ce que le nouveau ministre est à la hauteur des attentes de ce secteur stratégique et pourvoyeur de beaucoup de manne financière, mais aussi d'emplois, bien entendu? Le secteur précisément des pêches artisanales qui est aussi secoué et miné par des problèmes, évidemment, d'où la sensation et l'impression qui donne que ce secteur de la pêche des artisanales est pris en otage par les Chinois et les Coréens. Pour en parler en tout cas, je reçois dans cette première partie de Café Débat Idrissa Gallo. Il est porte-parole de la FOPROPAG, évidemment Fédération des organisations professionnelles de la pêche artisanale en Guinée et activités connexes. Idrissa Gallo, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de la disponibilité. Vous êtes un habitué de cette émission, je rappelle. Et dans la deuxième partie également de cette émission, je rappelle que je recevrai tout à l'heure Kandia, qui est donc reporter à Gangan. Avec lui, on va parler d'électricité de Guinée. Là aussi, la question principale est de savoir si l'administrateur général a menti à la clientèle ou pas. En tout cas, vous vous rappellerez bien que l'administrateur général de l'EDG avait bien sûr annoncé un retour à la normale depuis le 12 février, étant donné que le courant est parti dès le lendemain des élections locales. Il avait donc à cette occasion dit que ce n'était nullement lié à de la politique et que le courant devrait revenir normalement dans les ménages. Sauf que depuis, eh bien, c'est le tour traditionnel qui continue dans les ménages. De là, nous profiterons pour aller du côté de la cimenterie, plus précisément à Fofoméré, où 2 bâtiments ont brûlé sous l'effet justement de l'intensité trop forte de EDG. Là aussi, nous passerons un reportage qui illustre tout ça. Mais avant, évidemment, on va revenir sur ce plateau avec notre invité du jour dans cette première partie, Idrissa Gallo, pour parler de la pêche artisanale. Une fois encore, vous vous plaignez de la présence des Chinois et des Coréens dans le secteur de la pêche artisanale. Vous dites même que la pêche artisanale est prise en otage par les Chinois et les Coréens. Pourquoi? Merci M. Gallo de m'avoir invité sur le plateau. Nous ne sommes pas en fait contre les Coréens et les Chinois de leur avenir au niveau de la pêche, surtout au niveau de la pêche artisanale. Mais la manière que les Coréens et les Chinois ont pris cette pêche en otage, c'est ce que nous sommes là à dénoncer. Ce n'est pas normal. Ils peuvent pas, les étrangers ne peuvent pas s'accaparer de notre bien. C'est notre bien à nous. Donc ils ne peuvent pas s'accaparer de ça et nous imposer, nous dicter leurs lois qu'on doit faire. Ils sont en Guinée et le poisson pêché est pêché dans les eaux de la Guinée. Donc les Coréens n'ont pas, ou les Chinois n'ont pas à nous s'imposer sur ça. Bien. Donc, comment est-ce que les Chinois, je veux savoir si vous pensez qu'ils sont en train de prendre en otage le secteur de la pêche artisanale où vous justement vous travaillez, un secteur que vous maîtrisez, par quel acte, par quel agissement les Chinois et les Coréens sont en train de prendre plus de place dans ces secteurs que vous, pêcheurs artisanaux guinéens? Et ça, c'est dû à l'absence de l'État au niveau de la pêche artisanale. Parce que pour ne pas parler de la pêche en général, mais je parle là de la pêche artisanale, c'est l'absence de l'État. L'État qui devait réglementer ce secteur, qui devait être à côté des organisations professionnelles, qui devait être à côté des pêcheurs artisans, est absent. Les Coréens et les Chinois ont venu avec leurs moyens pour donner à ces pêcheurs artisans
de les utiliser, de les coloniser, au vu aussi encore de l'État. Donc, c'est cette manière que nous, on se dit que ce n'est pas normal. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans les ports artisanaux que vous n'aimez pas avec les Chinois et les Coréens? Qu'est-ce qu'ils font comme attitude dans ces ports-là? Parce que qui parle de pêche artisanale parle de ces différents ports, n'est-ce pas? Oui. De Boulbinet, port de Temunetaï, Dixine, Bonfi, voilà. Qu'est-ce qui se passe? littoral. Quelle est la réalité dans ces ports avec ces Chinois et ces Coréens? Vous n'arrivez pas du tout à cohabiter avec eux? Non, ce qui se passe entre nous et les Coréens. Les Coréens sont venus avec leurs moyens, comme je l'ai si bien dit. Ils donnent des matériels de pêche, le filet et le moteur. Ils donnent le moteur à crédit pour des pêcheurs. Certains, ils donnent des embarcations, ils donnent des moyens pour construire des embarcations de pêche pour certains pêcheurs. Ces pêcheurs partent pour pêcher le poisson. En mer. En mer, ils envoient. Les Coréens les imposent. Au lieu de dire tel, moi je prends le prix, le poisson à tel prix. Donc, ils imposent des prix à ces pêcheurs. Bien. Donc, les pêcheurs sont colonisés avec ces Coréens. Il n'y a pas de Parce que c'est discussion. eux qui leur ont donné des moyens. C'est eux qui leur donnent les moyens. Ils se disent que c'est nous qui avons donné les moyens, donc il faut que vous acceptez cela. Si vous n'acceptez pas, vous nous donnez nos matériels, donc on donne à une autre personne ce qu'il veut. Et les jeunes sont là, les gens sont là en chômage, tu leur donnes un peu, donc ils se regroupent devant vous, donc ils viennent pour pêcher maintenant pour vous. Donc vous avez vu, ça là, ça se fait devant le ministère de la pêche. L'organisation qui doit intervenir, ou surtout fêtière qui doit défendre les intérêts de ces pêcheurs, l'administration aussi prend l'argent avec ces Coréens et les Chinois, divise, rentre entre ces organisations socio-professionnelles pour les diviser, pour que à la place de ces organisations socio-professionnelles, eux ils viennent pour sous forme de pompiers, dire qu'on veut arranger, mais tout le temps en donnant raison à ces Coréens et ces Chinois. Donc, en C'est pratique. En fait, si je comprends, les Coréens et les Chinois, ils ne sont pas implantés dans ces ports artisanaux, mais ils ont investi, ils ont donné des matériels aux pêcheurs artisanaux comme vous, et après, quand on envoie les poissons, eux, ils récupèrent le poisson, c'est ça? Ils ont des installations Sur ces ports-là. dans ces ports. Des installations de traitement, Des frigos. des frigos, des chambres froides, là où ils vont traiter leurs poissons pour amener vers l'Asie. C'est le produit qui est pêché, c'est pour l'Asie, c'est pas pour la Guinée. Ils exportent. Ils exportent. Donc ils ne font que prendre nos poissons en l'amenant en Asie. C'est comme des sociétés minières, par exemple, quand vous prenez, on met le prix de vente. Le produit est connu. Qu'est-ce qu'eux ils font en s'impliquant dans la fixation ou en imposant le prix à certains pêcheurs artisanaux? Ça a quelles conséquences globalement sur le prix des poissons que les pêcheurs artisanaux envoient? Est-ce que ça fait qu'il y a deux prix? D'un côté, il y a d'autres pêcheurs artisanaux qui ont leur prix, et les Coréens aussi font fixer un prix à d'autres pêcheurs. Quelles conséquences ça fait? Et le prix qu'eux ils imposent là, est-ce que c'est un prix à la baisse ou à la hausse? Quel est le prix en réalité? Et le problème de ce prix, prenez... Et quels sont les types de poissons qui sont concernés? Quand vous prenez l'ensemble d'une embarcation qui coûte à 80 millions, à 85 millions, à 100 millions, vous traitez quelqu'un avec quelqu'un, vous, si vous voulez collaborer, c'est une collaboration gagnant-gagnant. C'est pas pour que c'est lui qui gagne seulement. Donc ils viennent, ils prennent ce poisson, ils donnent ce filet, vous le payez encore. D'accord, à cause de ces filets. Voilà, et c'est quel type de poisson, d'espèce qui est concerné? C'est les otolithes. Les otolithes et les bobois. Ces poissons-là sont pêchés dans différentes mangroves. On ne fait que détruire nos mangroves à cause d'eux. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui doivent être résolus. Qu'est-ce qui est fait pour que il y a d'autres coins
que le poisson puisse se reproduire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire s'il n'y a plus de poissons pour ces pêcheurs? Comment le pêcheur va se maintenir maintenant à des périodes de crise là où il n'y a pas de poisson? Mais si on laisse que ces Chinois viennent directement prendre ces poissons, fixer leur prix eux-mêmes, envoyer le poisson, quand vous demandez avec nos enquêtes qu'on a menées, le prix de vente de ce poisson, de carton de 20 kilos de poisson, est vendu là-bas à 300 à 400 euros. Ah, en Asie. En Asie. Alors que eux, ils achètent ça avec les artisans, les pêcheurs artisans à combien ici? C'est un truc de 200 000. De 200 000. C'est un truc de 200 000. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement? Parce que les matériels qu'on donne là, on les rembourse. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Non seulement ceux à qui ils donnent ces matériels les remboursent, voilà. Mais ils les obligent de fixer le prix, à la baisse. C'est ce que je veux savoir. À la baisse. À la baisse. À la baisse. Par exemple, si le carton doit être vendu à combien eux ils regarde, le poisson est vendu, quand je prends les otolithes, le kilo est vendu à nos femmes marieuses à 15 000 francs. À 15 000. À 15 000. Le chinois, le coréen vous dit, moi j'achète à 10 000. Donc il oblige les pêcheurs à les vendre à 10 000 le kilo. Et on vend aux Guinéens, on vend aux femmes à 15 000. À 15 000 à 20 000. Voyez cela. Est-ce que on est en train de travailler pour ce pays? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de cela comme ça là? Est-ce que c'est le contraire qui devait se faire? Et quand c'est comme ça, eux, ils achètent le maximum de quantité. Le maximum de quantité ils achètent. De sorte que et cette quantité de poisson là est envoyée en Asie. Et dans leur établissement, ils se foutent de les Guinéens encore. Il y a deux qualités de poisson. On dit ça c'est pour les Asiatiques. On dit ça c'est pour l'Afrique. Ça c'est pour le marché local. Le marché local. Donc on met dessus, c'est mis sur ce carton-là, Africa. L'autre c'est Asie. Ça veut dire que le poisson de bonne qualité, poisson pêché chez nous, nous on ne veut pas de bonne qualité, c'est les Asiatiques qui veulent de bonne qualité. Nous on veut des nyama qu'on dit Africa, c'est ce que nous on nous vend. Bien. Donc c'est un peu énervant. Donc il faut que nous on s'est dit, parce qu'il y avait un temps, toutes ces installations étaient fermées, nous on avait demandé à l'État pour qu'il s'implique, pour réglementer ce secteur. Absolument. Et au moment de l'ancien ministre, comment il s'appelle, André Loa, il y a eu ce problème où on est allé fermer les installations de ces Coréens, de ces Chinois. Et après j'ai l'impression que ça a été ouvert. Et c'est là où j'ai posé la question de savoir, est-ce que cet autre ministre-là, Frédéric Loa, est vraiment à la hauteur des attentes de ce secteur? Parce que depuis qu'il est venu, les problèmes n'ont fait qu'amplifier, notamment dans le secteur de la pêche artisanale. Est-ce que Frédéric Loa, le ministre des Pêches, s'implique dans cette affaire, justement sur le terrain? En fait, l'ouverture de ces installations est faite dans le moment où le ministre Frédéric Loa a pris fonction. C'est fermé au temps de André, mais ça a repris au temps de Frédéric Loa. Il est sorti s'enquérir des réalités sur le terrain, mais fort malheureusement, on n'a pas compris réellement le ministre. Moi, je n'arrive pas à le comprendre aujourd'hui. L'actuel ministre des Pêches. L'actuel ministre. Je ne sais pas, parce que il a d'autres années à venir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de préparer entre les quatre murs, mais pour notre constat, actuellement, on n'arrive pas à comprendre le ministre. Le ministre est sorti sur le terrain. Pas à comprendre, ça veut dire que le ministre est sorti sur le terrain pour contrôler ces installations. Selon leur sortie, ils ont visité 33 installations chinoises et coréennes. 33. Dans les différents ports. Dans les différents ports et les autres sites de ces établissements. Le ministre, dans cette déclaration, a dit que parmi ces 33 installations, il n'y a que 6 qui sont en norme. 6 qui sont en norme, ça veut dire que les autres ne sont pas en règle. Donc il fallait les mettre en règle. Et chose qui n'a pas été fait. Parmi les 30 et quelques, il n'y avait que 6 qui sont dans les normes. Non. Et combien a été fermé? Il n'y a que 2 qui ont été fermés. Parmi les 6, les 20 et quelques parmi les 20 et quelques qui ne sont pas dans les normes. C'est 6. C'est 2 qui ont été fermés.
par le service de Kekboro en connivence avec le ministère de la Pêche. C'est 2 seulement qui ont été fermés. Autant de Frédéric Loy là. Autant de Frédéric Loy. Si vous partez le lieu qu'on appelle Titanic à Kamayenne là-bas, Corniche Kamayenne, il y a 2 installations chinoises qui ont été complètement fermées. Bien. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour les autres? Parce qu'il est en train d'envoyer du poisson. Et qu'est-ce que l'État est en train de faire pour que ces poissons-là, il y a une grande et une quantité qui doit aller au marché. Sur le marché local. Sur le marché local. Qu'est-ce qu'il est en train de faire au niveau du ministère de la Pêche? Il y a une absence totale. Les Chinois et les Est-ce que ça veut dire que l'administration des pêches, c'est-à-dire le ministère des pêches et toutes ces directions détachées sont de connivence avec ces pêches, ces investisseurs coréens dans le domaine des pêches qui soutirent de l'argent avec eux, hein, au détriment de vous, les pêcheurs locaux? Est-ce que c'est ça la réalité? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes tout simplement pas d'accord parce que les Coréens ont cassé vos prix? Parce que vous vendez à 15 000, eux, ils vendent à 10 000, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'administration gagne avec les Coréens et les Chinois. Ils reçoivent tout de l'argent. Ils retirent de l'argent avec les Coréens et les Chinois. Je vous donne des exemples. Ces Coréens, avant qu'ils ne s'installent dans ces différents débarcadères, vous avez vu attendre de bruit à Bolobinet le temps du ministre André. À cause des licences non, pas à cause des licences, mais à cause de ces installations. Dont le gouverneur même s'est impliqué pour la médiation entre les pêcheurs et le département de la pêche. L'octroi a été signé par le ministre même de la pêche. Ils ont retiré plus de 2 milliards de francs guinéens en ce temps. Avec les Chinois qui sont installés actuellement à Bolobinet. Donc c'est de l'argent en jeu. Ils récupèrent l'argent avec ces Coréens. Donc, sans penser à ces pauvres pêcheurs. Bien. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Parce que vous êtes par exemple le porte-parole de la FOPROPAC, la Fédération des organisations professionnelles de la pêche artisanale en Guinée. Donc j'imagine que vous êtes organisé. Si ces genres de situations arrivent dans les ports de Conakry ou de la Guinée, qu'est-ce que vous faites, vous, pour que tout ça prenne fin? Parce que ça ne vous arrange pas en tant que pêcheurs locaux, mais ça n'arrange pas aussi le marché local qui doit être quand même alimenté en poissons de bonne qualité, mais avec des prix accessibles à nos femmes marieuses. Effectivement, nous sommes en train de nous battre, mais l'administration en train de causer entre nous en tant que stupéfiants, en amenant la division, parce que partout l'argent c'est la division entre les gens. Donc vous êtes divisés dans ce combat-là? Nous sommes divisés dans ce combat à cause de l'argent. Et qui fait circuler l'argent? C'est l'administration de la pêche. Parce que l'argent, les Coréens et les Chinois amènent l'argent au niveau du département de la pêche. Ils appellent certaines personnes, on les donne de l'argent pour qu'eux restent à côté de ces Coréens et Chinois. Pour nous imposer. Donc ils ne veulent pas que nous avançons. Je vous rappelle, la Guinée devait célébrer la journée mondiale de la pêche. Absolument, un rendez-vous qu'on a manqué. Donc dernièrement on nous fait informer que le chef de l'État était en colère du fait qu'il a appris que la Guinée a perdu la journée mondiale de la pêche artisanale. Que en tant que lui, président de l'Union, président en exercice de l'Union africaine. Donc il était fâché. Donc il a appelé il a donné les instructions au Premier ministre d'intéresser au niveau du secteur de la pêche, de prendre contact avec le ministre des Pêches. Chose qui a été faite. On a mis un comité en place pour parler entre les deux fédérations, parce que on se disait que le ministre André Loy disait que c'est à cause de ces deux fédérations que la Guinée a perdu la journée mondiale de la pêche. Le Premier ministre a continué une négociation jusqu'à la signature du protocole d'accord. Entre quelles deux fédérations? Votre fédération là? Notre fédération, la fédération des vieux Fanyawa, donc le doyen Fanyawa, un vieux de 87 ans, entre ces deux. Donc il y avait l'entente qui était là maintenant proche.
à la signature de notre protocole d'accord, notre fort étonnement, on a appris que les Coréens ont donné de l'argent. Donc finalement, ils ont refusé de signer ce protocole d'accord. Ils ont donné l'argent à qui? Au camp de Fagnoa? Au camp de Fagnoa, à une certaine personne de cadre au niveau de la pêche. Parce qu'ils ont vu que si on laisse faire monter ces zones-là, donc ils vont mettre pression sur ces Coréens-là. Donc ils ne vont plus nous donner de l'argent et ils vont veiller que les choses se passent dans le nord. Donc il ne faut pas qu'on les accepte dans ce thé-là. Donc ils ont fait rentrer l'argent. Donc il n'y aura plus maintenant. L'autre camp a refusé de L'autre signer. a refusé. Ils se sont dit encore que nous allons partir dans la division. Donc c'est eux qui sont avec les Coréens sur le terrain dans les ports. Sur les Coréens. Le camp du vieux Fagnoa et tout, c'est eux qui collaborent avec les C'est Coréens. eux qui collaborent. Aujourd'hui, ceux qui veulent envisager, ils ont même commencé à porter plainte contre certains pêcheurs qui sont en train de vendre le poisson à 15 000 francs, à 20 000 francs le kilo. Ils sont en train de porter plainte contre eux, soit disant que c'est eux qui doivent fixer maintenant le prix, parce que comme ils se sentent forts avec l'administration, comme ils ont l'argent, pour mettre plainte contre eux au niveau de ce Kebro. Mais on a interpellé le secrétaire général Hydro. Vous ne devez pas vous mêler dans ce truc d'affaires. Vous n'êtes pas le ministre du Commerce qui doit fixer normalement s'il y a fixation de prix. Donc de s'intéresser à ce dossier. Qui a voulu imposer des prix? Le service de Keboro? Le service de Keboro, on a fait approcher le service de Keboro parce que comme il y a l'argent, si les gens entendent le nom Keboro, les gens vont avoir peur. Donc pour que on fixe ce prix-là comme ça, arbitrairement, à 10 000 francs aux pêcheurs. Non, ce n'est pas acceptable. Donc si on fixe le prix à 10 000, le prix, selon ce que vous dites que les Coréens ont imposé à des pêcheurs artisanaux à qui ils ont donné des matériels, de filets et les embarcations. Si on demandait à ce que vous tous, vous pratiquiez le prix de 10 000, le kilo de poisson, cela ne vous arrange pas, vous? Ça ne nous arrange pas. Nous n'allons pas accepter. On préfère en ce moment... Pourquoi ça ne vous arrange pas? Parce que vous faites plus de dépenses pour aller en mer? On fait plus de dépenses. Il n'y aura pas de revenus. Vous avez vu que de 1980, si vous prenez les pêcheurs de 1980, en 2018, vous avez vu, ça fait 38 ans. Quand vous le voyez, le même habillement qu'il portait en 80, c'est le même habillement qu'il porte en 2018. Il n'y a pas de changement. Et chaque activité doit changer. Bien. Chaque année, on doit évoluer un peu. Mais si on n'arrive pas à évoluer, ça veut dire qu'on est en train de nous coloniser. Bien. Alors, c'est ce qu'on veut que ça change. Qu'est-ce que vous attendez donc du ministère de la Pêche en gros et de ses différents services pour que ce secteur de la pêche artisanale soit mieux organisé, que les prix soient, si vous voulez, ce que vous voulez, c'est que les prix soient uniformisés, qu'il n'y ait pas deux prix, le prix des Chinois et le prix des artisans, des pêcheurs artisanaux locaux. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour terminer? Et si peut-être il y a autre chose qui ne marche pas dans ce secteur, c'est quoi cet autre problème et qui franchement est à la base du désordre qu'il y a en réalité dans le secteur de la pêche artisanale en Guinée? Je vais commencer à répondre à la dernière question, parce que le problème aujourd'hui de la pêche, depuis que le décret là est venu, on dit ministère des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Ça nous crée des problèmes. Et les cadres ont fait des multiples de voyages au niveau de la sous-région, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver solution avec le problème de l'économie maritime. Bien. Avec le ministère des Transports, parce que vous savez, le port est géré par le ministère des Transports. Il y a une agence de l'ANAM et la marine marchande. Dans les conditions normales, avec l'économie maritime sur les autres pays, c'est le portefeuille du ministère, un portefeuille du ministère des Pêches. Donc ce problème-là existe. Et le problème, il n'y a pas de cadre organique aujourd'hui. Le cadre organique de la pêche vient d'être signé.
le premier décret du président de la République de 2018, le cadre organique vient d'être signé. Les directeurs ne sont pas nommés à leurs fonctions. Les attributions ne sont pas là. Donc la pêche réellement, l'administration de la pêche réellement au jour d'aujourd'hui ne fonctionne pas. Bien. Il y a des directeurs qui sont enlevés depuis 4 ans, 3 ans, à leur poste, 2 ans, leur poste, qui ont été suspendus. Ceux qui sont là-bas, c'est des intérimaires. Ils ne sont pas confirmés. Et aussi, ils ont peur de prendre certaines décisions pour ne pas qu'on les enlève. Bien. Donc, vous avez vu que l'administration réelle... Donc, ce qui fait que les problèmes... l'administration réelle ne marche pas. Sur le terrain. Donc, ils ne sont pas sur le terrain. Si les directions étaient dirigées par les directeurs légalement constitués, mis là-bas par décret, il n'y aura pas de problème. Bien. Donc ils allaient trouver, ces problèmes-là allaient avoir des solutions. Mais le mal que le secteur de la pêche aussi a, c'est les managers qui viennent, c'est les gens qui ne connaissent pas le domaine. Ils n'ont jamais connu le poisson. Ils ne savent même pas comment le queue du poisson part, ou comment la tête du poisson doit s'aligner. Donc ils ne connaissent rien du domaine. Et ils n'ont pas confiance au cadre aussi qu'ils trouvent en place. Bien. Ils se disent que le secteur est mêlé. Les investisseurs ou quoi? Non, l'administration. Par exemple, si le ministre vient, il trouve les administrateurs là-bas, parce que tellement qu'il y a des faux problèmes de détournement qui sont là-bas au niveau de la pêche, lui aussi a peur de ces cadres qui en connaissent un peu. Donc, vous avez vu, il y a un problème de méfiance. Donc ça joue sur le fonctionnement. Donc au lieu de prendre une autre personne ailleurs, c'est de prendre quelqu'un qui en connaît le secteur, on l'envoie en tête de ce département pour qu'on trouve solution. C'est le 5e ministre, si je ne m'abuse pas, du ministère des Pêches. Depuis que Alpha Condé est au pouvoir. Alpha Condé est au pouvoir. On n'arrive pas à trouver solution. Il y a eu l'état général de la pêche en 2015. Il y a eu l'état général de la pêche. On fait l'état général de la pêche. Pourquoi? C'est pour trouver solution au problème. Et si les résolutions des états généraux sont là, donc il fallait maintenant commencer à les appliquer. Mais ça fait combien d'années? Il n'y a rien sur le terrain. Donc ça fait que ça ne fonctionne pas. Bien. Mais nous, notre problème, c'est de les interpeller, de ne pas baisser les bras, de continuer le combat. Peut-être il y a l'espoir. Nous n'allons pas dire que on va se baisser les bras, laisser les continuer comme ça. Mais nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à nous battre pour qu'on attire leur attention sur le problème de la pêche pour trouver solution. Bien. Donc la pêche artisanale qui donc est émaillée de problèmes énormes, interminables, et la question de, on va dire, de leadership à la tête de ce ministère se pose énormément, puisqu'il l'a dit tout à l'heure, c'est un ministère qui a donc reçu au moins 5 ministres depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, et celui-là qui est aux affaires, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes de ce département très stratégique, comme je l'ai dit, pourvoyeur de manne financière énorme? La question elle est posée, et comme il a dit aussi, l'alerte rouge, c'est que les Chinois et les Coréens ont carrément pris en otage ce secteur. Ce qui nous reste, c'est de descendre sur le terrain afin justement d'analyser profondément la réalité sur le terrain. Merci d'être passé, Kalo. À très bientôt. On va vous retrouver encore pour d'autres sujets. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis, comme annoncé tout à l'heure, je reçois Kandia, reporter de Ganga Radio Télévision, pour parler d'actualité et encore plus précisément l'actualité politique de ce point de presse du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui continue justement à dénoncer notamment la phase de traitement du contentieux électoral qui, selon lui, n'a pas été favorablement répondu du camp de son parti. Nous y reviendrons tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar.
Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, nous aborderons dans cette seconde partie de Café Débat la question d'électricité, d'où la question: l'administrateur général de EDG a-t-il menti à la clientèle en annonçant que le retour à la normale après justement la coupure, comment on va dire, observée d'électricité au lendemain du 4 février notamment, il a annoncé un retour à la normale à partir du 12 février, sauf que ce n'est pas le cas. Kandia reviendra sur cette question, mais en parlant d'électricité, on reviendra sur ce drame qui est arrivé du côté de Fofomeres dans la cimenterie. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais 2 bâtiments complètement calcinés avec bien bon nombre du contenu de ces bâtiments, évidemment. Politique, nous parlerons de cette sortie médiatique du parti UFDG, notamment de son président Cellou Dalein Diallo, qui n'est pas du tout satisfait du traitement qui ont été faits de leurs recours portés devant les tribunaux dans le cadre du contentieux électoral. Kandia, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. C'est un plaisir pour moi d'être toujours là dans cette émission. Le premier sujet, on a observé que l'administrateur général, d'abord on a observé que durant la période de campagne, Conakry a connu une desserte normale et satisfaisante en électricité pour le bien des abonnés, des clients. Hein. Alors donc, certains ont pensé tout de suite que c'était à cause des campagnes qu'il y avait cette normalisation, puisque avant la campagne aussi, on avait commencé à constater les tours-tours. Et comme par hasard, la campagne a commencé et la desserte était normale. Et au soir du 4 février, le scrutin, les coupures ont commencé et du coup, l'administrateur général sort pour dire non, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est qu'on a eu des problèmes, le bateau pétrolier a retardé, donc tout sera dans les normes le 12 février. Sauf que ce n'est pas le constat. Depuis le 12 février, nous sommes aujourd'hui le 16 février et c'est toujours le train-train de tour traditionnel qui continue. Le traditionnel tour à tour, comme on aime bien le dire. D'abord, avant de rentrer dans ce sujet, c'est de rappeler que effectivement, à 3 semaines pratiquement des élections, avant même de rentrer dans les campagnes, on a compris tout de suite que le courant, la desserte du courant était revenue à la normale. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est pas parce que les élections arrivent, parce que quand on sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations avant même que ces élections, avant même qu'on ne parle de ces campagnes. Donc on a constaté que tout est revenu à la normale, donc les populations étaient
se poser maintenant la question, pourquoi ce changement quand on sait que avant même que l'EDG commence à nous donner les programmes de desserte d'électricité, on nous avait fait comprendre que jusqu'à 40 jours, ces problèmes vont continuer, mais après des manifestations ça et là, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et les observateurs se sont posé la question, est-ce que c'est pas parce que les élections arrivent droit sur nous, c'est pour cela que nous avons le gouvernement veut séduire des électeurs. Veut séduire les électeurs quand on sait que beaucoup d'entre eux attendaient cette date pour, selon les informations qu'on a reçues sur le terrain, pour pratiquement sanctionner le gouvernement, selon ce qu'on nous dit. La gouvernance en Fakonde notamment. Bien sûr. Donc, on a constaté que tout était revenu à la normale et le jour du scrutin, là, il y avait le courant aussi. À 18h, 19h, comme par hasard, il y a eu que certains quartiers ont commencé à remarquer enregistrer les délestages de courant, et chose qui n'était pas trop habituelle. Et bon, tout de suite, moi, je me suis posé la question, écoutez, est-ce que c'est un hasard ou quoi? Je ne sais pas. Donc, on a continué. Le même jour, c'était le cas de Tannery, de quelques quartiers qui sont au long de l'autoroute Fidel Castro et d'autres aussi dans la zone de Ratoma et même notamment la tannerie aussi qui est dans Matoto. Donc j'ai commencé à rentrer en contact avec certaines personnes qui sont dans d'autres quartiers qui m'ont dit effectivement par-ci il y a le courant, par-ci il n'y en a pas. Donc je me suis dit donc, on doit donc s'intéresser à ce sujet. Et après, c'est l'administrateur général de l'EDG, en la personne de M. Atou, qui est un expatrié en blanc, qui est venu dans certains médias pour nous dire que non, que ça n'a rien à voir avec les campagnes électorales et qu'ils ont eu des difficultés, des trucs qui n'étaient pas vraiment bien réglés et qu'il y a aussi ce problème de carburant qui devait ravitailler les centrales du mazout qui aurait retardé, tout ça là, qui aurait retardé le bateau, donc à retarder en mer, mais que ce bateau va accoster au plus tard le 10 février. Donc le 10 février, donc si tout va bien, à partir du 12, il n'y aura plus ce problème. Beaucoup de journalistes et que tous les ménages, tous les clients de EDG auraient le courant normalement. Et que cette histoire de tour à tour serait derrière nous et qu'on ne seront plus obligés de revenir chaque fois pour nous donner le programme de desserte en électricité. Mais sauf que c'est ce qu'on remarque avec beaucoup d'amertume. On est le 16 février. Nous sommes le 16 février aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Et puis d'ailleurs, ça s'empire parce qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui font plus de 24 heures, 48 heures sans avoir le courant. Et est-ce que ce monsieur est venu volontairement dire ça parce qu'il veut communiquer? On sait entre parenthèses que c'est lui, pas lui le chargé de communication. Il y a un chargé de communication de l'EDG. C'est pas celui-ci qui est venu. Pourquoi c'est lui qui est venu? Est-ce qu'on n'a pas estimé par là je veux dire, le grand patron de l'EDG peut prendre la peine de venir comme ça banalement rassurer les clients de l'EDG pour une desserte normale qui ne sera jamais respectée, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certainement parce que le calcul est bien fait. On peut estimer que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous, les Guinéens, nous mentons à nos compatriotes. Nous ne disons pas la vérité. On est habile quand il s'agit de mentir. Donc, il faut forcément appeler celui-ci qui est le premier représentant, non seulement de l'EDG, mais c'est un blanc. Donc, les Guinéens pourraient forcément croire à sa version. Bien. Donc, moi, je me dis que c'est ces calculs-là qu'ils ont fait et pratiquement, ils se sont livrés à ce genre d'exercice. Mais on a beau oublier, la date était tellement proche de telle sorte qu'ils ont joué avec le feu tout simplement parce qu'en mentant de façon flagrante pratiquement à la clientèle qui est très très déçue, il faut le rappeler, selon les points de vue que nous recueillons sur le terrain. Bon nombre de ces clients de EDG, donc des ménages qui avaient appris que le patron de EDG a annoncé le retour à la desserte normale à partir du 12 février, eh bien, ont constaté que ce n'est pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, ils sont un peu déçus. Et j'ai entendu certains même dire que cela va les amener à ne pas payer
l'intégralité de leur facture, étant donné justement qu'ils n'ont pas le courant 24 heures sur 24 heures, ou en tout cas le maximum de temps qu'il faut durant 24 heures. Donc ça peut un peu radicaliser certains clients, la clientèle, de dire que on leur ment souvent très banalement, facilement. C'est là où le bas blesse, parce que il faut noter que c'est quelqu'un qui a, par exemple, à part ceux qui ont les factures, quelqu'un qui a l'habitude de payer par exemple 140 000 francs à la fin du mois. Ce n'est qu'un exemple, même si on sait que la facture est beaucoup plus en temps de dessert normal. En temps de dessert normal, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une facture forfaitaire de 140 000 francs, et même en ce temps de perturbation, les gens reçoivent les mêmes factures. Les mêmes factures, donc c'est pour cela beaucoup de personnes attendent la fin de ce mois pour dire qu'ils ne vont pas payer, et ils attendront le pied ferme de ceux qui vont vouloir venir couper l'électricité dans leur domicile. Donc même s'il ne faut pas encourager la violence, mais c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. En tout cas, il avait été promis que le courant revenait le 12, ce n'est pas encore au rendez-vous, c'est toujours le traditionnel tour-tour. Il faut bien sans doute que le DG, l'AG, l'administrateur général de EDG, sorte encore pour donner des explications. C'est important parce qu'il faut respecter la clientèle, et elle est très déçue puisque depuis le 12, c'est toujours le train-train traditionnel de tour-tour. Et en parlant d'EDG, toujours on va aller sur le terrain des dégâts posés par cette même électricité. Comme nous l'apprenons, du côté de la cimenterie, il y a eu incendie et 2 bâtiments sont allés en fumée avec leur contenu, très malheureusement. Donc 2 familles qui sont à la Belle Étoile depuis hier. Ça s'est passé du côté de la cimenterie, dans le quartier Fofoméré. C'est un élément de reportage de la rédaction signé par Madame Barry Kadiatou que nous allons suivre, et puis derrière on vient pour décrypter. La journée de ce jeudi 15 février 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire des habitants de Fofoméré. Ce quartier très éloigné et difficile d'accès a vibré au rythme des incendies cet après-midi. Après la maîtrise de l'incendie au domicile de Kernoou Ribari, qui a vu tout son bâtiment ravagé par les flammes, c'est au tour de la maison de Boubacar Sidiki Diawara d'emboîter le pas. Sur les lieux, c'est la panique totale. Là aussi également, l'électricité de Guinée est accusée. Tata Sissé, venu secourir son voisin, dit son désarroi. Ce problème de courant commence à nous fatiguer. Rien qu'aujourd'hui, 2 maisons sont parties en fumée. Le courant qui vient est de mauvaise qualité. Et quand il arrive, il fait des dégâts. Nulle était l'intervention des voisins. Rien n'allait sortir dans cette maison. On a appelé les sapeurs-pompiers, mais ils sont très loin de nous, car notre quartier est enclavé. Le chef secteur demande à l'électricité de Guinée de les aider à changer les câbles qui sont devenus vétustes. Nous voudrons que les DG arrivent quand même à gérer la situation. Parce que nous sommes tellement loin du carrefour, nous sommes très loin du carrefour. Donc, même si on appelle les sapeurs-pompiers, aujourd'hui on a tout fait pour avoir les sapeurs-pompiers, impossible. La maison a été brûlée complètement. De nous aider à changer les fils. Les anciens fils qui sont là, qui sont dénudés, qui ne sont pas protégés, c'est l'origine du problème. On n'arrive pas à gagner, on n'a pas de moyens pour changer les fils. On envoie l'EDG pour venir changer les fils, c'est pratiquement impossible aussi. Au total, ce sont 2 maisons qui ont pris feu dans le quartier Fofoméré. Voilà donc cet élément de reportage, une autre facette de la question de l'électricité en Guinée. 2 bâtiments complètement calcinés du côté des Fofoméré, ces familles qui sont malheureuses. On parle de mauvais services, des agents d'EDG qui sont allés travailler sur
les questions d'intensité d'électricité de ce côté-là. Oui, cela soulève un peu cette question de niveau et des systèmes de recrutement des agents de l'EDG. Parce qu'aujourd'hui, ces agents se livrent à du n'importe quoi. Ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas bien formés. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations qu'on a reçues, il y a une semaine, il y a quelques secteurs du côté de Ferfomere qui n'avaient pas vraiment la bonne intensité de courant. Donc, ils ont jugé nécessaire... Donc, en français facile, le courant était faible. Très faible. Hein, dans ce secteur. Très faible, et de cette sorte que les engins et les appareils ne fonctionnaient pas avec cette faible intensité du courant. Donc, ils ont jugé nécessaire, au lieu d'appeler des agents du quartier, les électriciens du quartier, de faire appel aux agents de l'EDG, selon toujours eux, les victimes. Donc, ce sont eux, les travailleurs de l'EDG, les techniciens, les électriciens de l'EDG qui sont venus pour augmenter l'intensité du courant. Mais, sauf qu'au moment où ils faisaient cela, il n'y avait pas de courant. Donc, à leur départ, la population, les habitants de ce secteur ont constaté que pratiquement l'intensité était beaucoup plus, ça dépassait la normale, parce qu'ils se retrouvaient avec des 180. C'est devenu encore plus puissant. C'était 380 au lieu de 240. Ils se sont retrouvés avec 380. Wow. Et pendant 4 jours, ils appelaient les mêmes agents pour venir revoir. Pour revenir revoir, mais ils n'ont pas vu. Et vous savez que aujourd'hui la qualité des fils aussi est faite de cette sorte que les câbles ne peuvent pas tenir longtemps avec ce genre d'intensité. Et donc c'est ce qui a continué pendant 4 jours. Et sauf par hasard, hier, une maison de 2 étages, non, de R+1, et qui a pris feu. Donc tout son contenu pratiquement est parti calciné, parti en fumée. Ouais. Les populations ont tout fait parce que le quartier aussi est enclavé, il n'est pas facile, et la proximité. C'est difficile que les sapeurs-pompiers. Ça soulève aussi la question de proximité des sapeurs-pompiers qui sont très loin de la zone. À Fofomere, c'est un quartier carrément enclavé. Voilà, donc il y a ce problème. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers, tout le temps qu'on était là-bas, on n'en a pas vu, ils ne sont pas venus. Donc les populations ont fait le maximum pour éteindre le feu, mais sauf que le dégât, ils ne pouvaient que constater les dégâts parce qu'ils étaient tout simplement impuissants devant. Et au moment où Kadiatou Diallo, notre reporter, était sur le terrain en train de filmer, ça criait de l'autre côté. Comme quoi le feu a pris de l'autre côté aussi. Un deuxième bâtiment. Un deuxième bâtiment, mais qui n'est pas... On pouvait dire que c'est le premier bâtiment c'est le feu qui a quitté le premier bâtiment sauf que il y a 4 pâtés de maisons entre les 2 bâtiments, donc l'autre aussi a pris feu. Et les populations sont venues, ils ont fait le maximum pour sauver le maximum de bagages qui étaient dans ces maisons, dans cette maison. Et quand même, ils ont pu sauver quelques affaires. Malheureusement. Mais les bâtiments sont partis en fumée. Et donc, ça soulève beaucoup de questions quant à cette histoire d'EDG, comment on recrute les électriciens, et quand ils sont recrutés, est-ce qu'ils sont soumis à des formations, et est-ce qu'ils sont adaptés aux équipements. Et la promptitude justement de EDG à venir quand on les alerte sur des... Parce que des fois vous êtes dans les quartiers, vous voyez des masses qui se passent sur le poteau, ou je sais pas, après on appelle justement des services, des agences pour qu'ils viennent, mais personne ne se pointe, et vous pouvez voir le poteau s'enflammer durant 3-4 jours, et quand le câble tombe, ça peut soit tuer des gens, ou ça peut créer ces genres d'incendies dans les ménages. Je sais pas, le service EDG sur ce point-là, franchement, n'est pas de qualité. Et on se demande, est-ce que ces 2 bâtiments, parce que ça fait 2 ménages, ça fait 2 familles qui sont aux Belles Étoiles, à la Belle Étoile, j'allais dire, et qui ont perdu tout. Est-ce que c'est l'EDG qui va prendre la responsabilité? Est-ce qu'ils vont assumer ce qui s'est passé, comme quoi c'est eux qui sont venus travailler sur l'intensité du courant, de sorte qu'ils ont envoyé une tension plus forte que les gens ont perdu tout ça? Ou est-ce que ces pauvres gens seront obligés eux-mêmes de reprendre tout à zéro? Parce que c'est ça l'image que nous voyons à travers ces incendies, malheureusement. C'est une question très pertinente quand on sait que ce n'est pas les premières victimes. Il y a eu beaucoup de victimes de EDG, et des victimes, vous savez, la fois dernière, on était ensemble quand on a vu une maison en feu, et c'était encore des courts-circuits après
qu'un agent de l'EDG est venu, est passé pour remettre le courant. Vous avez vu? Donc aujourd'hui, beaucoup de questions se posent, beaucoup de plaintes de ce genre se retrouvent auprès des autorités. En tout cas, ils se disent que l'EDG doit normalement faire face, doit assumer, parce que c'est les agents de l'EDG qui sont venus travailler. Mais sauf que jusque-là, on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais appris que EDG a pratiquement dédommagé telle personne ou telle autre personne. L'autre question, c'est la promptitude. Cette histoire de promptitude, vous savez que EDG, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des numéros verts qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils communiquent là-dessus. Si vous avez des problèmes, appelez ce numéro, il y a des agents de l'EDG qui viennent. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Ce numéro-là, je ne sais pas si c'est le 111 ou quoi, mais ce numéro existe. Bien. Mais sauf qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On se permet de donner des mesures, mais sauf qu'il n'y a rien pour accompagner. C'est juste des annonces, mais qui n'ont pas de... En fait, ce numéro vert ne fout rien. Ne fout rien, ça ne fait absolument rien. Donc, c'est vraiment... C'est dommage. On va se rapprocher davantage de ces victimes, parce que pour savoir justement vers qui ils vont se tourner, c'est important de savoir vers les EDG pour qu'on les aide à sortir de cette histoire, de cette situation. Ou est-ce que elles seront obligées, je parle de ces deux familles, de reprendre leur vie à zéro, parce que c'est important, c'est tous leurs acquis qui sont partis comme ça dans les flammes, et comme ils l'ont dit, à cause des EDG. Et dernier sujet, on va sur le terrain politique pour terminer. Je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs politiques n'en demeurent pas, en tout cas, moins fâchés contre le processus électoral. L'UFDG, précisément, qui est très amer contre les tribunaux de la Guinée, en tout cas pour lui, qui a maltraité ses recours. On va suivre cet élément de reportage, notamment sur le point de presse qu'a animé le président de l'UFDG et ses collaborateurs hier, et puis nous reviendrons là-dessus. Cette conférence fait suite à la proclamation des résultats de certaines circonscriptions électorales du pays. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo dénonce ce qu'elle appelle magouille électorale orchestrée favorisant le parti au pouvoir. Matoto Centre, les suffrages en faveur de l'UFDG c'est 1264 et pour le RPG 389. Tous ces PV qu'on a fait disparaître, c'est pour un total pour l'UFDG de suffrages perdus de 3901, pour le RPG de 1500. Vous voyez, ça modifie complètement le rapport de force au niveau des totaux. C'est-à-dire qu'on peut dire que chacun a perdu un peu, mais on choisit les PV dans lesquels l'UFDG qui était devant, et il ne fallait pas que l'UFDG soit devant le RPG, il fallait annuler les bureaux de vote ou les faire disparaître, dire qu'on ne les a pas retrouvés. Au regard de ces anomalies évoquées, l'UFDG avait porté des recours auprès des tribunaux pour être rétabli dans ses droits. La voie judiciaire n'a pas prospéré selon Cellou Dalein Diallo, puisque, dit-il, son parti a été débouté sur tous les recours qu'il a déposés. On a fait des requêtes pour Dixi, pour Matam, pour Matoto, pour Dubreka, pour Manea et pour Kindia. On les a tous perdus. Le tribunal a estimé qu'on n'a pas suffisamment de preuves. À la question de savoir que fera l'UFDG après ce contentieux, son président précise. C'est des élections locales. Nous sommes en train de centraliser tout, savoir quelle est l'attitude, c'est ce que la base souhaite au niveau global. Mais nous ne laisserons pas faire, je vous le dis tout de suite. Cellou Dalein Diallo rappelle que le RPG Arc-en-Ciel a gagné un siège dans son Dalein natal. Ce qui le rend fier, se réjouit-il. Pour lui, il est contre l'ethnocentrisme. Je suis même fier que dire qu'Alpha Condé a eu un siège à la CRD, à la commune rurale de Dalein. Ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème, ça ne doit pas susciter la haine. Cellou a également parlé de sa récente communication téléphonique avec Sidia Touré. Nous avons parlé, je parle avec Sidia, je crois qu'il l'a dit et moi-même je le dis. Depuis le début des fraudes, on s'est concerté, il m'a appris, est-ce que je suis au courant de ce qui se passe? C'est en train d'organiser des fraudes, on a fait des plaintes communes à Kolaboui. Et au niveau des alliances, on commence à parler. C'est tout à fait par rapport, chacun défend les intérêts de son parti. Au Mali, c'est qu'ils ont inversé. Finalement, on a eu en tout 14 209. La CACV nous a attribué 8 672. Ils ont retiré
81 bureaux de vote. Et la population de Matam, déjà nous avons le chef de quartier. Parce que dans tous les quartiers nous avons gagné, ils sont prêts, ils sont mobilisés. Les 9 membres sont dans tous les quartiers et nous revendiquerons ce qui nous est dû. Et ça, nous ne laisserons personne. Et personne, je dis très bien, que personne ne pourra nous enlever ça. Nous n'avons pas besoin de demander à El Hadji Cellou de dire quelque chose. C'est déjà fait. Ils verront Matam et nous répondrons massivement non à cette violation de tous les droits humains et aussi à cette insulte. On est arrivé à 22 805 voix qui ont voté pour Abdoulaye Ba, ce qui fait 48,23%, ça me donne d'emblée 20 conseillers. Quant à RPG, malgré les magouilles, le bourrage des urnes, procuration excessive et illégale, on est arrivé à 17 788, ce qui leur donne, n'est-ce pas, 37%, et ça donne 15 petits sièges. Voilà, retour donc sur ce plateau, on vient de suivre ce reportage Kandia, l'UFDG, on a l'impression qu'il semble être très déçu de l'appareil judiciaire, une fois encore, des tribunaux qui ont traité leur recours dans le cadre du contentieux électoral. Vous en avez écouté Cellou Dalein Diallo qui pense que tout ce qu'ils ont porté comme recours avec des preuves ont été tout simplement rejetés. J'ai comme l'impression qu'ils sont tous victimes de ça, puisque Dr Faya aussi parlait de son expérience hier. Oui, on a commencé par d'autres personnes d'abord, et puis Dr Faya, hier, il était dans l'émission Carrefour, et aujourd'hui, on vient d'écouter El Hadji Cellou Dalein. Vous avez vu, il est entouré des membres de son bureau. On voit ici M. Chérif Ba, qui est son vice-président, M. Aléo, secrétaire général. Ils sont les Souria et autres. On a même vu le maire de Kindia, là, Abdoulaye Ba, le président de la délégation spéciale de Kindia, qui par endroit, on avait appris que lui-même il a été un peu maltraité, malmené le jour du scrutin du 4 février. Donc s'il est là, Dieu merci qu'il soit au moins sain et sauf. Donc on l'a écouté, on a vu que c'est pratiquement un président déterminé, surtout d'abord déçu, parce que d'abord déçu et puis déterminé, puisqu'il a dit qu'il a porté des recours dans les communes de Matam, Dixine, Matoto, Dubreka, Manea et Kindia. Et selon ce qu'il a dit, et il avait vraiment confiance à cette justice, mais les recours, chaque fois on dit que par défaut de qualité ou ceci ou cela, en tout cas pour une raison ou pour une autre, les recours n'ont pas porté fruit. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. C'est étonnant parce que la justice, il faut que franchement qu'elle renvoie une image positive, une image d'indépendance dans les choses, parce qu'on ne peut pas comprendre que tous les politiciens, en tout cas de l'opposition, qui ont porté des recours, n'aient pas de réponse favorable. Oui. À tout bout de champ, on a vu Faya quand même qui a dit aussi qu'il a porté des recours à Lola, à Youmou, un peu partout. Ces requêtes ont été rejetées. Et voilà l'UFDG aussi qui fait la même chose, qui est rejetée. Est-ce que ça peut donner l'impression, en tout cas à tous observateurs, que les juges jouent le franc jeu dans cette affaire? Vous savez, je commencerai par dire que la justice constitue l'un des pactes citoyens et républicains, l'un des piliers du pacte citoyen et républicain d'un pays, d'une nation. Donc cette justice, les populations ont besoin de connaître si elle est impartiale ou pas, de savoir si elle est juste, comme le dit, ça se dit justice. Hein? Donc, s'il y a l'ensemble des règles juridiques qui réglementent les rapports entre des individus, et cette justice doit être en mesure de juger. Donc, s'il y a des recours, cette justice, elle n'est pas là pour servir un parti politique ni le pouvoir. Elle est là pour servir toute la nation. Donc, quand on vous fait recours, en principe, c'est de rendre la bonne justice. Mais sauf que ce n'est pas la première fois. Peut-être que les Guinéens oublient vite. Vous vous souvenez que les élections passées, on en a vu où les partis politiques ont porté des recours devant les justices, où la justice même est allée jusqu'à dire qu'elle est incompétente quand il s'agit de juger ces affaires. Les partis politiques étaient même sur le point de faire recours aux juridictions supranationales. Vous vous souvenez de ça? Donc, si aujourd'hui Cellou Dalein et autres partis politiques estiment qu'ils ont tous été lésés, donc il faut de constater que tout ceci ne peut pas se tromper. On peut quand même comprendre que qu'on porte des recours du côté de Matam, Dixine, Matoto, Dubreka, Kanene, Kindia, toutes ces préfectures. Vous allez dire que tous les recours de ces partis, c'est pas recevable. Et si c'est pas un seul parti, en ce moment, on serait amené justement, à s'intéresser
s'il y a eu recours, en tout cas de la part, par exemple, du RPG, hein, dans certaines localités, et voir quelle réponse ces tribunaux ont donné à ces recours. Parce que c'est important, la justice ne peut pas, la justice ne peut pas, en matière de contentieux électoral, faire du 2 poids 2 mesures. Parce que après ce que Cellou dit, par exemple, il a constaté que à certains endroits, leurs chiffres ont baissé, et plutôt les chiffres du RPG ont augmenté. Sauf je pense qu'il y a lieu que... Et l'autre question qu'il faille se poser, c'est de savoir pourquoi jusque-là, partout où ça a crié, RPG n'a jamais pratiquement porté plainte quelque part. Et en tout cas, nous, on n'en sait pas, on n'en connaît pas. Donc, tout le monde, supposons que toi, Ouri, chaque fois on est en guerre, toi et moi, on n'est jamais d'accord, mais on te dit que tu as raison. Monsieur Camara, tu n'es jamais d'accord avec Monsieur Camara, tu n'es jamais d'accord avec le technicien. Quelque part, toi aussi, tu es un guerrier, tu aimes te battre. Donc, la personne à accuser, c'est toi. Donc, c'est là où je fustige un peu ce comportement de la justice. Des tribunaux. Parce qu'ils ne sont pas en train... Ils sont pas impartials. Ce sentiment un peu d'impartialité, à mon sens, est illustré, et pour terminer sur le sujet, par ce communiqué que la CENI a publié hier, interpellant certains tribunaux d'accélérer le traitement des dossiers, parce que la CENI a pratiquement atteint 80%, 98% de comment on appelle ça, des résultats définitifs. Pendant ce temps, il y a des tribunaux qui sont en train de traîner, et justement c'est surtout parce qu'on ne veut pas dire la vérité des urnes, et ça pourrait être source de véritables problèmes si, pour les dossiers, les contentieux qui restent, on ne les traite pas de façon impartiale. Et je rappelle qu'on va faire un focus là-dessus dans notre numéro. Peut-être quelque chose à rajouter rapidement. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter que sauf par rapport à cette justice-là. Moi, j'ai l'impression que les endroits, les 2% restants par rapport aux résultats, parce que le président de la CENI a dit que c'est parce que ceux-ci font objet de contentieux. Absolument. Donc, si ceci retarde, il y a deux raisons. Certes, soit ils ne veulent pas se débarrasser des dossiers comme l'ont fait les premiers, mais ou peut-être ils ont peur de donner pratiquement le verdict, enfin le résultat de leur enquête. C'est cette question qu'il faille se poser. Moi, en tout cas, ce qui reste que cette justice n'a qu'à essayer de convaincre ce peuple qui a besoin d'elle. En tout cas, malheureusement, en tout cas, nous ferons, comme je l'ai dit, notre focus là-dessus. À d'autres occasions, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Merci de toute votre attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.